Donc, bienvenue donc, sur ce webinaire donc, de 30 minutes donc, pour démultiplier votre potentiel de base client. L'idée, c'est de vous montrer donc, avec Stéphane comment mettre en place un scénario qui soit très simple, de manière à ce que vos propres clients puissent contribuer donc, au succès de votre activité et à son développement. Donc, pour me présenter très rapidement, donc, je suis le fondateur donc, de We Love Customers et je suis accompagné donc, par Stéphane, donc, qui est le. Je te laisse te présenter, c'est encore plus simple. Le fondateur et dirigeant de Webmecanic, éditeur de logiciels de marketing automation. Merci. Donc pour nous présenter très rapidement, donc on avait prévu une slide de chacun seulement. L'idée c'est, chez We Love Customers, on va accompagner donc, nos clients sur toute l'expérience client post-achat. Donc à savoir qu'est-ce que je fais avec mon client, qu'est-ce que je lui propose une fois qu'il a fait son achat. Ça peut être du coup des solutions d'enquête et de collecte d'avis, ça peut être du parrainage, ça peut être lui proposer une offre de remboursement, lui proposer de créer du contenu par rapport à l'objet, par rapport au service qu'il a souscrit. Donc on va vraiment pouvoir adresser l'ensemble de cette vie post-achat chez nos clients. Et on va donc proposer donc, pour ça une solution complète qui permet à la fois donc, de paramétrer donc, toutes ces différentes actions, mais également une partie servicielle dans laquelle on peut venir faire de la création, faire du conseil, de l'expertise, de la formation, autour toujours de cette notion d'expérience post-achat. Et donc chez Webmecanic, on a aujourd'hui trois piliers. Donc on est évidemment éditeur de logiciel de marketing automation, mais depuis janvier, on a une solution également de CRM, Webmecanic Pipeline. Et l'année dernière, on avait également proposé à l'ensemble de nos clients Webmecanic Academy, qui permet de se former en continu à la fois sur des fonctionnalités, mais aussi sur des formations un peu plus stratégiques ou comment construire vos centres de préférence, etc. Donc trois piliers qui permettent vraiment de mettre en œuvre des stratégies commerciales et marketing pour votre entreprise. Donc l'idée d'aujourd'hui, donc, c'est vraiment de travailler donc, sur comment je peux créer un réseau ambassadeur autour de mon activité. Donc premièrement, donc, l'idée c'est quoi un réseau ambassadeur et c'est quoi le marketing d'influence du coup par rapport à ça. C'est, on va dire, ça regroupe, enfin c'est le but de proposer à un client qui a fait globalement un achat ou qui utilise nos services, de parler de nos produits, de nos services à l'ensemble enfin à toute une partie, on va dire, de ses proches, de ses amis, de ses collègues, confrères, suivant le contexte, euh, en proposant éventuellement une contrepartie. Et tout ça, bien sûr, dans le but de vous d'acquérir davantage de clients et de générer davantage de ventes. Donc ça, ce que j'ai mis là, c'est une définition que j'ai proposée, donc qui va être généraliste. Après, il faut forcément l'adapter pour chacun d'entre vous. Le parrainage, du coup, c'est un cas particulier du marketing d'influence. Le marketing d'influence, ça peut s'adresser à des influenceurs professionnels, etc. Le parrainage client, c'est un cas particulier dans le sens où on va s'adresser uniquement à des clients qui ont fait un achat, ou qui utilisent nos services en tout cas. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un cercle enfin, un cheminement qui soit à peu près comme ça. C'est j'ai un client qui fait un achat. Dès lors qu'il fait son achat, je lui propose de parrainer ses amis. Il va pouvoir inviter ses amis après à tester votre produit, à utiliser votre produit, à acheter vos services. Et dès lors que l'ami va le faire, le parrain sera récompensé et le filleul pourra à son tour parrainer ses amis. Donc ça, c'est le cas très très simple, on va dire, du parrainage client. Aujourd'hui, pour le parrainage client, pourquoi ça marche et pourquoi vous devez en mettre en place, on va avoir en fait quelques stats qui sont très intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, on a 86% des entreprises qui sont dotées d'un programme de parrainage qui disent oui, ce programme de parrainage m'apporte du business en plus, m'apporte de l'activité et me permet du coup de mieux me développer. D'un autre côté, côté consommateur, c'est plus de 90% des consommateurs qui font confiance à leurs entourages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus que des avis qu'on va trouver sur Internet, enfin que la confiance dans les avis qu'on va trouver sur Internet, c'est énormément plus que la confiance dans des publicités ou dans des communications forcément de la marque. Et en fait, les amis, les proches, à partir du moment où on va recommander par contre, un produit à ses amis, c'est que généralement on l'a testé, on l'apprécie et on n'a pas envie on se porte garant vraiment du produit, du service. Donc forcément, la recommandation est suivie, enfin, elle n'est pas forcément suivie, mais en tout cas, la personne qui la reçoit a confiance dans la recommandation. Et enfin, troisième point important pour l'entreprise, c'est que ce qui a été remarqué dans différentes études, c'est que les clients qui viennent d'un parrainage sont plus fidèles et restent plus fidèles dans le temps
que des clients qui viennent naturellement, on va dire. Souvent, c'est notamment vrai dès qu'il y a un effet en plus de communauté qui peut être présent, ou forcément le parrain et son filleul vont se retrouver dans la même communauté. Mais de manière générale, c'est des choses qui ont été remarquées. N'hésitez pas, oui, à mettre vos questions dans le chat pour qu'on puisse y revenir après ou dans l'onglet questions à l'endroit que vous souhaitez. Donc une stratégie de parrainage, donc on l'a vu, c'est quelque chose qui va être important, qui va générer du business et de l'activité complémentaire. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès, donc chez We Love Customers, on en a identifié 4, que sont donc premièrement donc la satisfaction client. Forcément, si vous faites bien votre métier, c'est beaucoup plus facile d'avoir du bouche à oreille qui soit naturel, qui soit important également. Et il ne suffit pas généralement de satisfaire son client, il faut vraiment faire en sorte que le client soit enchanté par son expérience. C'est-à-dire que si vous faites juste votre job parce qu'on vous a demandé de vendre une baguette de pain et que vous le faites, il y a peu de chances qu'on vous recommande. Si par contre vous le faites et que la baguette est super bonne et qu'il y a du service, il y a un sourire, il y a plein de choses, forcément il y a beaucoup plus de chances qu'on vous recommande. Les autres points qu'on a remarqué, c'est la taille minimale. Aujourd'hui, si vous avez 10 clients, 20 clients, ce n'est pas forcément la meilleure solution à mettre en place aujourd'hui pour le parrainage. Il y a sûrement d'autres activités, d'autres outils à mettre en place pour développer davantage la base client et attendre d'avoir une taille critique de peut-être d'une centaine, de 200, 300, 500 clients, tout dépend après du secteur d'activité. Un point important, c'est également l'adéquation et la pertinence de l'offre, c'est-à-dire ce que vous allez proposer à vos parrains, à vos filleuls. Un exemple, je veux acheter un vélo électrique, on me dit il y a un point de parrainage, vous pourrez en faire partie quand vous aurez acheté un vélo et vous aurez des réductions sur un nouveau vélo électrique. Ça va pas m'intéresser beaucoup. Je peux en acheter un deuxième pour ma femme par exemple, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment me motiver à parrainer davantage. Il y a peut-être des effets de communauté, des effets d'accessoires, des choses comme ça qui seraient pertinents. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est l'animation du programme. Peu importe le programme que vous mettez en place en termes de stratégie, il va falloir prévoir une animation. C'est-à-dire qu'il faut que le programme de parrainage soit visible. Ça peut être sur un site internet, en footer, en header, ça peut être dans des emails post-achat, c'est relayé par des conseillers commerciaux, etc. Mais il faut qu'il soit visible et animé, c'est encore mieux. Animé, ça va être, voilà, c'est le mois du parrainage, je double la prime pendant un mois, ça permet de communiquer dessus, donc c'est des choses qui vont être très, très intéressantes. Donc il y a des contraintes qu'il faut également voir, qu'on verra après, donc la partie RGPD et faites attention qu'il peut y avoir de la fraude et donc qu'il faut prévoir des mécaniques anti-fraude par rapport à ça. Et avec tout ça, en fait, vous allez pouvoir générer des résultats qui vont être super intéressants. C'est qu'en général, chaque personne va inviter 2,2 amis, ce qu'on a remarqué nous en termes de stats. On a des filleuls qui vont convertir j'ai mis 30, mais c'est même jusqu'à 50% de conversion de filleuls suivant les secteurs. Et ça peut permettre après de générer des ROI qui sont super importants, qui vont être de 16 jusqu'à 100 de manière ponctuelle sur des programmes spécifiques. Donc il y a des super résultats comme ça. Donc voilà, quelques exemples de success stories que vous connaissez sûrement pour beaucoup d'entre vous. Donc on voit beaucoup de pubs à la télévision pour Boursorama Banque qui se nomme comme la banque qu'on a envie de recommander. La banque qu'on a envie de recommander, c'est ce qu'ils mettent en avant et en fait ils annoncent dans certaines publicités qu'ils ont plus de la moitié de leur acquisition client qui vient sur recommandation d'un proche. Donc c'est quelque chose qui est vraiment énorme en termes d'activité. Deux autres succès également, donc on va voir Véligo et Bob, donc qui sont à la fois donc Véligo du service de location de vélo électrique sur Paris, Bob donc les mini lave-vaisselle, c'est deux clients qu'on va accompagner depuis plusieurs mois ou années sur leur partie programme de parrainage. Et enfin, on va voir par exemple VP, pareil, qui a eu la croissance qu'on peut lui connaître là, donc essentiellement vente privée, et qui s'est développé essentiellement par la partie bouche à oreille, justement, avec cette notion de club fermé. Donc les processus de parrainage, donc on l'a évoqué tout à l'heure, on part généralement donc d'un achat, on va vers jusqu'au fait que le filleul fasse lui aussi son achat,
et puisse récompenser pour récompenser le parrain. Donc là, c'est un scénario qu'on a mis en place pour un client qui est entre guillemets très compliqué. Et justement, on peut faire des choses qui sont très compliquées, mais je vais laisser Stéphane après présenter quelque chose de très simple et applicable en quelques heures. L'idée, c'est de se dire, voilà, pour ce client-là, on a mis en place tout un scénario d'email automation en disant, bah voilà, mon client fait un achat, ce qu'on va voir tout à gauche. On va lui adresser une enquête de satisfaction ou enquête NPS pour détecter s'il est content ou s'il n'est pas content et essayer de comprendre le pourquoi il ne l'est pas. Et dans le cas où il est content, on va pouvoir ensuite le solliciter sur le parrainage, lui envoyer potentiellement des relances si, selon des comportements, est-ce que son filleul est devenu actif, pas actif, est-ce qu'on va lui envoyer un message de remerciement, est-ce qu'on va lui envoyer une relance en disant ça fait 6 mois que vous n'avez parrainé personne. Il y a tout un tas de messages, de fonctionnalités qu'on va pouvoir mettre en place comme ça, de manière à pouvoir vraiment faire un programme de parrainage qui soit, ce que j'évoquais tout à l'heure, visible et animé, c'est-à-dire que le client, une fois qu'il est embarqué dans ce programme de parrainage, il va pouvoir continuer à vivre et à échanger avec vous et le programme. Un point qui est souvent soulevé sur la partie programme de parrainage, c'est qu'est-ce que je peux faire des filleuls. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire des choses, mais vous n'avez pas le droit de tout faire. Quand j'invite un client, enfin quand un parrain invite un filleul, vous avez le droit d'utiliser les coordonnées du filleul une seule fois. Aujourd'hui, sous condition, c'est-à-dire que vous devez obligatoirement nommer qui est le parrain dans la communication que vous allez envoyer au filleul. Et surtout, vous devez le faire qu'une seule fois. Donc c'est quelque chose qui est important. Donc l'idée, c'est vraiment, quand vous avez ce type de mécanique en place, c'est de tout de suite demander un consentement au filleul afin de pouvoir potentiellement le relancer sur son offre de bienvenue qui lui a été envoyée par son parrain, lui proposer d'autres solutions, etc. Donc ça, c'est vraiment quand le parrain va collecter, va donner les coordonnées de son filleul. Après, vous avez également des possibilités de le faire sans. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le parrain, au lieu de vous donner les coordonnées email, SMS, par exemple, de son filleul, publier un lien sur Facebook, sur différents réseaux sociaux, ou publier un code, et que ce soit dans ce cas-là le filleul qui vienne à vous avec, par exemple, ce type de page, grâce au parrainage de Monsieur Dupont, recevez telle et telle chose, etc. L'idée, c'est de le faire arriver dans un environnement qui est connu, où il va savoir qui est son parrain, qui l'a parrainé, et de tout de suite, de la même façon, proposer un opt-in, comme on va voir là. Et je vais laisser la parole à Stéphane donc, pour présenter quelque chose un scénario très simple. Oui, alors déjà, peut-être commencer par c'est quoi les bénéfices déjà de mettre en place de l'automatisation dans ces processus-là. Il y a celui que vous connaissez tous, c'est de pouvoir apporter le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Mais là, pour le coup, c'est ça qui va nous intéresser. C'est de définir c'est quoi le bon moment pour proposer un programme de parrainage. Donc, il y a plusieurs solutions, mais je vais en proposer une et notamment avec une orientation peut-être plus business to business qui est complémentaire de l'approche de Loïc qui nous a posé pas mal d'exemples plutôt business to consumer. Et il y a un deuxième intérêt également, c'est de pouvoir suivre et analyser les résultats de votre programme, parce que c'est rare qu'on ait la bonne idée immédiatement qui fonctionne. Il y a plusieurs paramètres qui vont jouer, le timing, le tempo, mais aussi l'offre, la proposition. Qu'est-ce que je mets derrière mon programme? Qu'est-ce qui va plaire? Je peux faire de l'A/B testing. Et tout ça, on peut le faire grâce aux outils de marketing automation. Donc, dans le programme ambassadeur, comme dans tout autre programme scénario qu'on met en œuvre. La méthodologie pour construire un scénario, de toute façon, va toujours être la même. Hein. La première chose, c'est qu'il faut bien définir c'est à qui je vais m'adresser, c'est qui mon persona, donc il y a du B2C, B2B, c'est plutôt une direction marketing, un chef de projet, un consommateur, mais alors qui il est, quel âge il a, par quel canal je peux communiquer avec lui ou elle. La deuxième chose à définir, c'est qu'est-ce que je veux obtenir de cette personne. Donc, parfois, ça passe par plusieurs petits scénarios qui vont se répondre les uns aux autres, mais avec chaque fois un objectif très précis. Et une fois que j'ai défini à qui je m'adresse et à quel est mon objectif, vers quoi je veux les amener, eh bien, ce qui va être intéressant de mettre au milieu, c'est quel est le parcours que je définis et quel type de contenu, c'est quoi l'email, c'est quoi le SMS, éventuellement un catalogue papier, je peux mettre du print à l'intérieur d'un scénario de marketing automation, il n'y a aucun souci avec ça.
et quels sont les contenus qui va me permettre de communiquer et de provoquer le passage à l'action. Si on regarde de manière plus globale, de toute façon, il faudra toujours attirer les contacts sur un sujet. Hein, donc, la richesse et la qualité du contenu est primordiale à ce niveau-là. Et ensuite, il va y avoir ce travail de segmentation, de qualification qui va opérer et synchroniser avec le CRM en fonction de qui sont les futurs parrains, les futurs ambassadeurs, éventuellement avoir une segmentation qui va peut-être pas leur proposer exactement la même chose d'ailleurs, hein, selon que mon ambassadeur, il est plutôt un partenaire, plutôt un client, plutôt un prospect, pourquoi pas, on peut très bien avoir un ambassadeur prospect, voire un ambassadeur qui est même un ex-client, qui peut être très très content de ce que vous lui avez proposé, mais pour des raisons diverses et variées, n'est plus utilisateur, mais continue à parler en bien de vous. Je ne sais pas, dans l'immobilier, c'est pas parce que j'ai acheté un appartement que je ne peux pas continuer à recommander mon agent immobilier ou mon promoteur, même si j'ai aucune intention d'achat derrière et qu'il n'y a pas un usage, je ne suis plus en relation. Alors, le premier scénario, moi, que je vous conseille de réfléchir, parce qu'il va structurer en fait votre entreprise, c'est de définir un programme ambassadeur, non pas par la fin, c'est-à-dire quel est mon programme, mais le définir par le début, c'est-à-dire à qui je vais le proposer. Plutôt que de proposer mon programme ambassadeur à tout le monde, ce que je trouve hyper intéressant, en tout cas moi, en tant qu'ambassadeur parfois de marques, de produits ou de solutions autres, tierces, c'est de détecter ceux qui sont le plus à même d'être l'ambassadeur pour vous. Et en général, ceux qui sont le plus à même de l'être, c'est ceux qui ont une empathie pour vous, pour votre marque, dans la relation. Et ça, vous pouvez le détecter à plein de moments. En fait, vous avez plein de signaux faibles qui vont vous permettre de le détecter en amont, lors de la phase de prospection et avant de devenir client. Parce que dans la relation, nous, on a parfois des messages de gens qui disent « Ah, j'ai adoré Finalement, j'ai adoré me faire vendre par vos commerciaux. » Bon, bah, c'est super comme info. Il y a la phase d'onboarding, il y a la phase d'usage, il y a la phase de support. Même quand je ne suis pas content, je peux avoir des niveaux de satisfaction dans la réponse qui m'est donnée. D'ailleurs, ce n'est pas que je ne suis pas content, c'est que j'ai un problème à résoudre d'abord. Et donc, en fait, se dire, bah, tiens, je vais détecter quand même les taux de satisfaction à différents moments du cycle de vie. Et le but, c'est quand même d'activer. Quand c'est bien fait, on arrive à activer quasiment un quart des gens dans un programme de referral. Moi, je parle surtout sur une partie business to business que je connais un petit peu mieux. En tout cas, c'est vraiment un objectif que vous pouvez vous mettre. Et en fait, vous allez pouvoir qualifier tout au long du cycle de vie avec vos clients par des questions. Et quand je dis des questions, c'est une question en fait. C'est une question que vous allez poser de manière très réactive à un moment donné, content, pas content, quoi, en gros. Hein. C'est un petit peu les boutons que vous trouvez à la sortie des toilettes dans l'aéroport. On ne pose pas un questionnaire de 15 questions, juste votre sentiment à ce moment-là. Et finalement, c'est ça qui est important, c'est la somme des satisfactions ou la somme des insatisfactions. Ce qui est intéressant, c'est que même les non satisfaits, vous allez pouvoir les traiter et traiter l'insatisfaction à la source, parce que vous allez avoir des scénarios qui vont partir, qui ne seront pas celui qu'on va présenter là, mais qui vont partir pour traiter le problème, à défaut d'envoyer le programme ambassadeur, ce qui ajouterait d'ailleurs à l'insatisfaction. Alors, le scénario, moi, que je vous propose, en fait, c'est dès le démarrage, en fait, quand les gens… alors, j'ai parlé même de la phase de prospection, hein, ça peut même aller plus loin. Imaginons qu'on démarre cette analyse à partir du moment où le client devient client, c'est-à-dire qu'il est passé à l'achat, et là, comme ça, on pourra rejoindre un peu l'aspect business to consumer et business to business. Bah, c'est déjà de féliciter les gens pour leur achat, les remercier et les féliciter, et déjà de leur dire qu'est-ce qui va se passer après derrière. Et je pense qu'après, toute l'idée, c'est de pouvoir dire à chaque fois, je vais faire une évaluation. Et tous les gens, alors en général, on note sur 10, mais une évaluation, alors soit directement, hein, si vous ne demandez pas forcément une note, mais vous avez différents moyens de mettre un scoring derrière. En tout cas, quand vous demandez une note de 1 sur 10, bon, sachez que dans les pays anglo-saxons, en général, les gens très contents, ils mettent toujours 10 sur 10. Mais dans les pays européens et en France notamment, un 8 sur 10, c'est l'équivalent à un 10 sur 10 anglo-saxon. Donc 8, c'est très très bien. On n'est jamais parfait. Et donc, toute l'idée, c'est de pouvoir dire, les gens qui ont répondu à un moment donné un certain nombre de fois avec des signaux très positifs, alors à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous allez les inclure dans un trigger, dans un scénario de programme ambassadeur.
Et évidemment, ils ne vont pas tous répondre, mais quelque part, ceux qui ne répondent pas alors qu'ils étaient très contents ou qui ne rentrent pas dans le scénario, bah, vous pouvez peut-être même faire une petite opération de rappel derrière, par un call center si vous voulez le réexternaliser. Si vous avez des relations plus proches ou sur des choses plus engageantes, peut-être le faire par un Customer Success Manager. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous arriverez à peu près à un quart de vos utilisateurs, de vos services, de vos solutions ou de vos produits à devenir, à les embarquer dans un niveau ambassadeur. Et puis les autres, ceux qui sont non satisfaits, bah, soit vous allez les nourrir avec des contenus qui vont les aider à le devenir. Ça peut être des formations, ça peut être de l'information, ça peut être aussi les appeler pour qualifier ce qu'il y a derrière l'insatisfaction exprimée, enfin qui est plutôt qui est exprimée en tant qu'insatisfaction, mais vous ne l'avez pas explicité. Et c'est une excellente occasion parfois non seulement de faire des ventes complémentaires, parce que l'insatisfaction elle est parfois liée à un service dont les gens ne savaient pas qu'il existait chez vous, ou un produit complémentaire, mais ça peut être aussi tout simplement les prendre en main pour les rendre satisfaits à la fin de cet appel et les faire re-rentrer dans le programme ambassadeur. Donc on voit que c'est une double opportunité finalement à cet endroit pour les faire rentrer. Un beau taux d'ambassadeurs, ce que je disais, c'est d'en avoir à peu près un quart de vos clients qui le deviennent, ce qui est aussi un autre moyen de le valider que votre programme il fonctionne. C'est lorsque vous avez, là j'étais hier avec un autre éditeur logiciel qui m'expliquait qu'il avait quand même une opportunité sur trois qui provenait de sa recommandation. Et ça, c'est quand même un excellent signal que vous avez quelque chose qui fonctionne dans le scénario, mais qui fonctionne aussi, là j'en ai pas parlé parce que c'est moins mon sujet, mais qui est aussi qu'est-ce que j'actionne derrière, comment je récompense. C'est quoi le type de récompense que sont en attente mes personas que j'ai définis. Encore une fois, vous pouvez avoir des niveaux de récompense qui vont être très très différents selon la typologie du rapport que vous avez avec ces gens-là ou l'attente qu'ils ont. Voilà, donc j'espère que cette approche-là, hein, ce que je voulais vous faire partager, c'était plutôt une approche globale de comment j'arrive à faire rentrer dans un programme ambassadeur le prospect ou le client. Donc on est à l'écoute évidemment de vos questions. Moi j'en ai une déjà, j'ai Loïc qui me taraude parce que c'est une question que je me pose aussi. C'est comment tu définis le type de récompense justement. Je viens d'en parler à l'instant, mais parce que c'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'il y a des méthodologies de brainstorming ou autres? Est-ce qu'il y a des coachings à faire pour définir par rapport à ces personas ou à certains moments comment on définit les niveaux de récompense? Pour les, pardon. Pour les récompenses, donc ça va vraiment dépendre, on va dire, de l'activité de notre client. Donc généralement, le client a déjà une première idée de ce qu'il veut mettre en place. Notamment quand on est sur l'achat avec du repeat, c'est très simple de mettre en place du code de réduction pour un prochain achat, après avoir en fonction des marges, des paniers moyens, la valeur de ce type de récompense. Ce qu'on va retrouver également très régulièrement, c'est dès qu'on est sur des approches plutôt B2B, c'est récompensé par la carte cadeau, qui va souvent être liée à la personne qui va faire la recommandation et pas forcément à l'entreprise. Je prends un exemple, si on travaille demain avec des experts comptables, s'il y a un comptable qui dit bah, tiens, j'utilise tel logiciel à un confrère comptable, il s'en moque entre guillemets que ça soit son cabinet qui a une réduction sur le logiciel. Il préfère potentiellement lui avoir une carte cadeau de 30 euros, 50 euros par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont impactantes également pour les programmes, notamment B2B. C'est la partie carte cadeau qu'on va pouvoir retrouver. Et après, généralement, ce qu'on retrouve de manière générale, enfin, ce qu'on retrouve, c'est souvent des récompenses qui sont de 10 à 15% en termes de générosité, on va dire, en termes de général. Et ce que nous, on va conseiller également, c'est d'avoir une récompense parrain et filleul qui ont à peu près la même valeur. Pas forcément la même récompense exactement, mais la même ordre de grandeur en termes de valeur. Ok, merci Loïc. Une question de Turkian qui est est-ce qu'on peut créer des formulaires de type Forms directement dans WebMechanic ou plus largement dans les outils de marketing automation? Alors, pas forcément créer, parce qu'on peut créer des formulaires, mais pas forcément des formulaires qui est de type enquête. En revanche, on peut intégrer des solutions qui vont faire des enquêtes, exactement comme on intègre des webinaires là actuellement au sein de scénarios de recrutement ou derrière pour nourrir la relation. Mais on peut intégrer des solutions qui, elles, sont dédiées et spécialisées et donc les intégrer dans des scénarios. Pour compléter sur la question de Turkian, effectivement, donc, comme tu l'as dit Stéphane, en France, les clients ont souvent du mal à mettre 10 sur 10.
Donc la règle du NPS, c'est enfin du Net Promoter Score, qui est une question de recommandation. C'est généralement les personnes qui vont promouvoir une entreprise, c'est 9 sur 10 et 10 sur 10 au niveau de la réponse. Et effectivement, nous, on a beaucoup de clients qui considèrent que c'est 7, 8, c'est également intégré dedans, parce que justement, leurs clients ont du mal à mettre 10 sur 10 en fait. Petite info, d'ailleurs, on ne l'a pas dit en amont, mais on vous enverra un livre blanc qu'on fait actuellement avec les équipes de Loïc et de Go Mécanique sur le sujet, donc qui essaie de répondre de manière exhaustive aussi à pas mal de questions. Donc on vous l'enverra, je sais pas, juste après ou quelques jours après ce webinaire. D'autres questions? Est-ce que, peut-être pour toi, Loïc, peut-on chercher des ambassadeurs parmi les influenceurs et comment? Bonne question. Je voudrais bien une petite précision éventuellement de Denis, peut-être sur la question, avant que tu vois, Stéphane, toi, pour y répondre. Euh, Euh, non, mais moi, alors moi, en tout cas, ce qui est un point, ça répond pas directement à la question, mais je diverge un petit peu, mais je trouve très intéressant, c'est des fois les ambassadeurs ne sont pas forcément là où vous le croyez. C'est-à-dire on pense tout de suite aux clients, évidemment, aux gens qui sont clients là maintenant, mais il y a peut-être des ex-clients aussi, ou des ex-utilisateurs. Nous, ça nous arrive, on a des ambassadeurs dont l'entreprise n'utilise plus la solution parce qu'il y a eu un choix corporate autre, mais dont les gens sont toujours fans, en fait, et nous recommandent encore. Donc, on peut les faire rentrer dans des programmes ambassadeurs ou d'apporteurs d'affaires, hein, selon le type de relation qu'on a. Et ça, on n'y pense pas forcément à aller appeler. C'est un peu comme les ex-employés. Il y a des ex-employés qui sont peut-être ravis de revenir chez vous. Voilà. Donc, qui peuvent être ambassadeurs. Si on parle d'ambassadeurs là en termes de vente, on peut parler d'ambassadeurs aussi pour les recrutements. Hein. Ça marche beaucoup, surtout actuellement avec des emplois pénuriques. Et bien, vous avez des ex qui sont des excellents ambassadeurs et des excellents relais aussi pour vous recommander. Après, pour revenir du coup sur la question, donc ambassadeur, pardon, ambassadeur influenceur, les deux se regroupent. Moi, j'ai tendance à voir influenceur vraiment quelqu'un qui est pas lié à un axe d'achat et qui n'a pas forcément utilisé le produit ou tel qu'il est testé parce qu'on lui a envoyé gratuitement. Euh, mais oui, effectivement, il peut. C'est le but qui devient, enfin, qui présente le produit, qu'il en parle en bien. Donc, je vois pas de problème par rapport à ça en fait. Non, mais typiquement, les ex sont des influenceurs parce que quelque part, ils font partie des gens avec qui tu n'as pas une relation commerciale ici et maintenant. Donc, je pense que ça en fait partie. Peut-être qu'on parle aussi influenceurs dans B2C avec, je sais pas, des youtubeurs ou autres. Auquel cas, ça peut l'être, hein, s'ils n'ont pas un intérêt commercial direct, mais qui sont fans de ce que vous faites, ils peuvent en parler dans leur contenu. Mais là, le contrôle il est quand même faible. Puisqu'il n'y a pas de relation vraiment commerciale là-dessus. Une question de Florian, est-ce qu'il est possible de mettre en place des scénarios dans toutes les étapes du site d'achat? Bah oui, effectivement. En fait, ce que je vous ai présenté, ce n'est pas un scénario, en fait, c'est plusieurs scénarios qui sont à l'intérieur. C'est un ensemble de déclenchements de triggers, donc de gâchettes qui font partir quelques messages et quelques réponses et qu'on va requalifier, resegmenter en permanence pour faire partir d'autres branches. Donc effectivement, on a intérêt à le faire, je pense, on peut le faire pendant le cycle de vente, on peut le faire au moment de la signature, on peut le faire au moment de l'usage. De l'usage, ça peut être l'usage de fonctionnalités sur des logiciels, ça peut être on estime qu'on a fini d'installer la machine à laver chez soi dans sa cuisine. S'il y a un installateur, c'est encore plus simple. Mais ça peut être aussi à l'occasion d'un appel ou d'un message au service après-vente ou au support. Voilà, il y a plein de moments en fait sur tous ces cycles où, au-delà de la résolution du problème de la fonctionnalité, c'est aussi à ces moments-là de poser une question de satisfaction. Sur des exemples qu'on connaît bien chez Wheel of Questions, par exemple l'assurance. Aujourd'hui, il y a deux temps forts dans la partie assurance en termes de parrainage. C'est forcément le post-souscription, parce que généralement on est content, parce qu'on a des meilleures garanties, on paye moins cher que le contrat précédent, etc. Mais surtout le post-sinistre qui se passe bien. Et c'est à ce moment-là où j'ai un sinistre, que ce soit voiture, inondation ou autre. À partir du moment où l'assurance a bien fait son travail, l'idée c'est qu'à ce moment-là, elle puisse me dire voilà, est-ce que vous êtes content du travail, de la réalisation, etc. Et si oui, pensez à nous recommander avec le formulaire qui va bien, avec ce qu'il faut derrière. Ça peut être par exemple dans un autre exemple sur la partie cheminée, un groupe qu'on accompagne aujourd'hui, donc il y a une proposition de parrainage dès l'achat de la cheminée ou quelques jours après. Par contre, il y a surtout une proposition de parrainage au moment où la cheminée est réellement posée et que le client peut en profiter et, entre guillemets, se poser devant la cheminée et parrainer devant sa cheminée. Question d'Émilie à laquelle je veux bien répondre parce que est-ce qu'il y a plusieurs semaines entre l'achat
lorsqu'il y a un acte d'achat avec plusieurs semaines entre un achat et une pause, alors je pense effectivement de type cuisine ou salle de bain ou autre, faut-il un scénario de félicitation, évaluation dès l'achat ou alors uniquement à la fin du projet? Je pense qu'au travers de ce qu'on vient de dire, en fait, on peut le faire tout le temps, en fait, parce que c'est différentes phases. Pourquoi ne pas demander la satisfaction lors de l'achat? Moi, quand je ressors lorsque je viens d'acheter quelque chose, je peux sentir une frustration ou je peux au contraire être super heureux. Ça va vraiment dépendre de la façon dont a été conduit l'entretien, comment j'ai été amené en plus, j'ai un œil un peu critique par rapport quand je me fais vendre quelque chose, j'aime bien regarder comment l'autre me vend parce qu'on est un peu dedans. Voilà, et c'est notre phase, et c'est notre phase du moment où il va y avoir l'installation. Il peut même y avoir des phases intermédiaires, hein, parce que dans l'attente, surtout en ce moment où on a des pénuries de produits, de matières premières, donc il y a des délais qui peuvent se rallonger, il y a des choses comme ça. C'est une excellente occasion, lorsqu'on informe les gens de ça, de leur poser une petite question, parce que la façon dont on a été informé d'un retard, peut être très positive. Si la SNCF me dit que mon train est en retard, mais qu'en parallèle, on me propose un croissant et un café pour me faire patienter une heure de plus, ce sera beaucoup mieux que de juste pas savoir qu'il y a une heure de retard. Donc, je peux être satisfait d'une insatisfaction, encore une fois. Une autre question peut-être pour toi, Loïc. Est-ce que tu conseillerais, toi, de rappeler des clients pour rappeler, renouveler une promotion tous les X temps? J'imagine la question, c'est de manière mass mailing, quoi, de manière massive et non distinguée. Nous, pardon. Nous, de manière générale, ce qu'on conseille, c'est vraiment de mettre en place des rappels liés au parrainage, liés à la recommandation de manière régulière. Donc, ça peut être dans les newsletters, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être à différents endroits comme ça. Après, ça n'a pas de sens, je veux dire, de manière générale, de recommander, enfin, de demander à quelqu'un qui a été client 3 ans, 4 ans ou plus que ça avant, de parrainer, enfin, de le solliciter pour parrainer. Et en plus, il y a aujourd'hui les contraintes RGPD qui sont plus fortes, où du coup, vous avez une base de données que vous devez garder propre et à jour. Donc, la réchauffer une base juste pour ça, c'est pas pertinent. Après, si quelqu'un qui a inscrit à votre newsletter qui est actif, oui, il faut lui en parler de manière régulière, même s'il est plus client, mais qui suit vos actualités. Je trouve que c'est un peu antinomique avec ce qu'on vient de se dire, parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est de proposer des programmes au bon moment, quoi. Enfin, au moment où il y a une interaction, une empathie, quelque chose de positif qui se passe. Sinon, ça va tomber à l'eau. De toute façon, pourquoi les gens adhéreraient à un programme à un moment donné si c'est pas dans un moment de plaisir partagé, où les gens ont envie de rentrer dans quelque chose avec vous, en fait, hein. C'est avec vous, avec votre marque, avec l'empathie qu'ils ont pu avoir avec un commercial, enfin, peu importe. Ok, bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'est top. Merci beaucoup pour toutes ces belles questions. Encore une fois, on vous envoie le livre blanc assez rapidement. Merci beaucoup, Loïc. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé. Merci Stéphane. Et puis, très bientôt. Si vous avez des questions qui vous pour aller plus loin sur votre cas personnel, n'hésitez pas à nous contacter directement sur les coordonnées qui sont ici. À bientôt. Merci Stéphane, merci à tous. Très bonne journée.